parler de l'encodage RSA. Donc, l'encodage RSA, d'abord, c'est un encodage qui est utilisé de nos jours pour toutes les communications, les transactions bancaires, les communications sur Internet aussi, c'est utilisé pour les communications sur Internet, pour les communications tout court, hein, des services secrets, tout ce que vous voulez. C'est très, très, très utilisé parce que c'est considéré comme un algorithme très, très, très sûr par rapport aux connaissances actuelles des mathématiques en tous les cas, c'est considéré comme très, très sûr. À moins que quelqu'un dans son coin a développé un théorème mathématique très sophistiqué qui n'a pas fait connaître son théorème au reste de l'humanité. Vous allez voir plus tard pourquoi. Ça reste très sûr. Aussi, ça reste très sûr par rapport à la puissance des ordinateurs qui existent actuellement. Donc, aussi, en plus de la sûreté, c'est qu'il répond à besoin, c'est que les clés qui ont été utilisées pour crypter ne servent à rien, ne peuvent pas être utilisées pour décrypter le message. Et ainsi donc, si vous êtes une institution financière, vous pouvez envoyer la même clé pour tout le monde. La même clé, donc pas besoin d'envoyer plusieurs clés. La même clé de cryptage, on va l'appeler N, hein, on va appeler N, on va voir plus tard c'est quoi une vraie clé de cryptage pour un algorithme RSA. Cette clé, donc le correspondant ou le commandant de l'armée ou l'institution financière ou l'agence financière qui va transmettre à la direction générale les données ou le distributeur de billets ou ce que vous voulez. Lorsque il va utiliser la clé, il va utiliser la clé pour crypter l'information, une clé N. Ici, on va utiliser une clé D, ce qu'on appelle une clé privée. Ça, c'est une clé publique. Clé publique. La clé publique sert à crypter et il n'est d'aucune utilité pour décrypter. Connaissant la clé publique et le message codé, le message crypté, ne permettrait pas de le décoder. Il faut connaître la clé privée. Avec cette manière, déjà, on peut éviter de créer des centaines ou des milliers de clés pour tous les correspondants. Ils peuvent tous travailler avec la même clé. Si jamais quelqu'un perd la clé ou peut-être c'est un correspondant qui n'est pas fiable ou qui n'est pas... il peut vendre la clé, ça ne sert à rien en tous les cas, puisque cette clé ne permet pas de décrypter. Ça veut dire qu'on a un algorithme quand même qui répond à beaucoup de nos besoins. L'algorithme RSA, donc, il est décrit en 1977 par Rivset Chami, pour ça qu'on appelle RSA. Donc, on dit que c'est un algorithme asymétrique, c'est-à-dire que il faut une autre clé que la clé de cryptage pour le décrypter. On a vu dans les algorithmes précédents, si vous faites un cryptage avec une matrice, il faut avoir la matrice. Avec la matrice, vous pouvez toujours le décrypter, juste de calculer A-1. Si avec la table de correspondance aussi, il y a moyen, si on connaît la table de correspondance, ben, on peut faire le chemin inverse pour décrypter. En revanche, ici, on dit que c'est un algorithme asymétrique parce que ce n'est pas la même clé. La clé qui sert à décrypter n'est pas d'utilité pour la clé qui sert à crypter n'est pas d'utilité pour le décryptage du message. Voilà. Maintenant, la puissance du codage RSA. On va voir après pourquoi au juste, mais il réside dans le fait que pratiquement impossible d'obtenir la clé privée à partir de clés publiques, d'un point de vue mathématique par rapport aux connaissances qu'on connaît actuellement en mathématiques, et des points de vue des machines, parce qu'il y a des algorithmes en fait, qui nous permettent de trouver la clé publique, la clé privée, sauf que ces algorithmes ne sont pas efficaces. Si tu as un algorithme qui résout un problème
et qu'il faut 1 milliard d'années pour que cet algorithme te trouve une solution, ça veut dire que tu n'as pas un algorithme qui résout le problème. C'est ça en fait. Donc les algorithmes qui permettent de trouver la clé publique, la clé privée pour décrypter, hein, les algorithmes qui permettent de trouver la clé privée existent, mais ils ne sont pas efficaces. En tous les cas, par rapport, dès qu'on prend une clé publique d'une certaine taille, ben, il faut des milliards et des milliards et des milliards d'années pour trouver, avec les algorithmes, avec les connaissances actuelles en mathématiques, avec la puissance actuelle des ordinateurs, il faut des milliards et des milliards et des milliards d'années pour trouver la clé privée. Ça veut dire qu'on n'a pas d'algorithme pour trouver la clé privée, tout simplement. Lorsque tu as un problème à résoudre, tu as un algorithme qui le résout et que pour cet algorithme, il faut 1 milliard d'années, ça veut dire que tu n'as pas un algorithme qui résout le problème. Et c'est ça qui se passe avec RSA. Voyons donc comment fonctionne l'algorithme RSA. Il y a 3 étapes. Essayez de suivre très très attentivement. C'est la première fois peut-être que vous voyez ces choses, ces notions. L'avantage, c'est qu'il travaille sur la notion de modulo. Vous connaissez déjà, on a travaillé un petit peu sur modulo. Mais essayez de suivre quand même le principe très attentivement. Je vais aller très doucement. Il y a 3 étapes. Première étape, c'est la création de clés. On va voir comment on crée les clés. La deuxième étape, c'est le codage, l'encodage de l'information, du message. Et la troisième, bien sûr, c'est le décodage du message crypté. Okay? C'est le décryptage ou le décodage du message crypté. Voilà, donc il y a 3 étapes. La première étape, c'est la création des clés. Regardons bien, c'est très mathématique. Okay? Premièrement, on trouve deux nombres premiers distincts, okay? P et Q. Je vais juste simplifier. Hein. Par exemple, prenez 13 et 17. Bien sûr, ce n'est pas ça qu'on va prendre dans la vraie vie. Il faut prendre des nombres premiers très, 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 très grands. On va voir de quel ordre. Mais le principe, on va calculer N. C'est le produit PQ. N, c'est PQ. Donc, c'est juste 13 fois 17. Donc, N, en quelque sorte, c'est 13 fois 17. Et M, c'est P-1 Q-1. Donc, M, c'est 12 fois 16. Là, vous pouvez calculer N et M à peu près. Donc, la première idée, c'est de prendre deux nombres premiers. Je rappelle qu'un nombre premier, c'est un nombre qui a seulement deux diviseurs. 1 et lui-même. Par exemple, 13, on peut juste diviser sur 1 ou sur 13. 17, c'est pareil, etc. Donc, c'est ça le nombre premier. Voilà. Donc, j'ai dit, on calcule N et M. Donc, N, c'est la première partie de la clé publique, à vrai dire. C'est le produit de ces deux nombres premiers. Ensuite, on détermine un exposant, ce qu'on appelle un exposant E. Il doit être un nombre qui va être premier avec M. Condition mathématique, il faut qu'il soit un nombre premier avec M. C'est-à-dire le plus grand commun diviseur entre E et M, ça doit être 1. Voilà. Ça doit être 1. Voilà, donc le reste, voilà. Si on prend ce E là, on va voir après comment choisir. On a beaucoup de choix, à vrai dire, pour E, pour l'exposant E, puisque la seule condition, c'est qu'il va être premier avec M. C'est la seule condition. Donc, vous allez avoir beaucoup de choix pour les choix de ce E. Maintenant, le théorème, on a un théorème très important qui nous dit qu'il va exister un D, d'après cette construction avec deux nombres premiers, il va exister D tel que ED modulo M, c'est 1, ou bien ED égale 1 modulo M, tel que ED, la reste de la division de ED, ça c'est le produit E fois D, l'exposant fois cette clé D. Le reste de la division du produit ED par le M, ça va être 1. C'est ça ce que ça veut dire cette phrase. Donc il va exister ce D. Ce D va exister. Voilà, donc premier.
Pour trouver D, on peut utiliser bien sûr l'algorithme d'Euclide. Pour trouver ce D-là, qu'on sait qu'il existe, on peut utiliser l'algorithme d'Euclide. Maintenant, c'est quoi qu'on a construit? On a démarré de deux nombres premiers. Il faut qu'ils soient très grands en général pour avoir de la sécurité. On a construit N, c'est le produit PQ. On a créé un exposant, un nombre. Il va être premier avec M. Avec ce nombre, on sait qu'il va exister D. On pourra le trouver avec l'algorithme d'Euclide. Ce D, il vérifie que le reste de la division de ED par M, c'est 1. Maintenant, c'est quoi la clé publique? La clé publique, c'est le couple EN. C'est N et l'exposant E. Ça, c'est public. Vous pouvez le publier. Les gens ils vont crypter avec ces deux clés. Et la clé privée, c'est D en fait. C'est D la clé privée. Ici, on a dit c'est le couple, mais N, il est public. Mais c'est D la clé privée. OK? Parfois, on dit c'est le couple, mais vous pouvez penser que c'est juste D la clé privée. Mais on a besoin de D et N pour décrypter en tous les cas. Pour décrypter, on a besoin de D et N. Voilà. Donc, ainsi, on vient de créer les clés nécessaires. Une fois on a créé ces clés, on détruit P, Q et M. On détruit P et Q et M. On n'a plus besoin. On les détruit. Parce que s'ils tombent dans la main de quelqu'un, ben, ça y est, c'est fichu. Il peut retrouver N, E, D, etc. Donc, s'il connaît E, il peut trouver D. Voilà. Donc, il ne faut pas que P et Q et M tombent dans la main de quelqu'un. On les détruit après la création. On a besoin juste finalement à la fin de la clé EN, la clé publique, et la clé privée D. La clé publique permet de crypter. La clé privée permet de décrypter le message. C'est le privé. Ok, très bien. Donc, la clé D, on a dit, une fois N, ça je pense que vous avez compris, on crée N, DPQ, on a trouvé N et M. En plus de, donc c'est nous qui avons créé P et Q, hein, c'est nous qui les avons choisis, ces deux nombres premiers. On choisit un autre nombre, E. On a choisi P et Q, on choisit aussi un autre. La seule condition mathématique, il faut qu'il soit premier avec M, c'est tout. Donc c'est nous qui les choisissons. Mais une fois on a choisi ce E-là, on va voir dans un exemple plus bas, une fois on l'a choisi, ce D, il existe. Il suffit de résoudre l'équation ED égale 1 modulo M. Il suffit de résoudre pour trouver D. Je vais donner un exemple plus bas avec Maple, comment on peut résoudre, mais on a vu la résolution des équations modulaires, si vous vous rappelez bien, on a vu, si vous pouvez réviser votre cours sur ce sujet, mais on va le faire directement avec Maple. Mais en tous les cas, le E, c'est nous qui le créons, la seule condition, il faut qu'il soit premier avec M. Une fois on a créé E, D, c'est juste la solution de cette équation, c'est tout. D, c'est la solution de cette équation. On peut résoudre avec Maple, par exemple. Maintenant, concrètement, en tout cas pour les messages qui sont actuellement codés, il faut choisir P et Q très grand. Okay? P et Q très grand, on a dit de l'ordre de 10 puissance 32, ce n'est plus valable. Il faut prendre beaucoup plus grand que ça pour P et Q. Alors, ça peut être de l'ordre de 10 puissance 100, 10 puissance 150 pour que ça soit sécuritaire en tous les cas. En tous les cas, jusqu'à récemment, on considérait que le cryptage avec 1024 bits, c'est-à-dire 2 puissance 1024, qui est à peu près 10 puissance 309, c'est-à-dire avec une clé publique N, hein, on a dit la clé publique c'est N et E, c'est le couple N et E. Notre N, c'est un chiffre, un nombre qui a 309, 310 chiffres. Voilà. En gros, c'est ça ce que ça veut dire un cryptage à 1024 bits. Donc votre nombre N, si je l'écris sous forme décimale, hein, base 10, dans la base 10, ben, ça peut être n'importe quoi, hein, 4, 0, 1, 2.
Mais en tous les cas, on va avoir 310 chiffres. Voilà, c'est un très gros chiffre. C'est un très gros nombre. Pardon. Un très gros nombre. Mais on considère que c'est plus sécuritaire maintenant. On prend 2048 bits, c'est-à-dire un nombre à 618 chiffres. Ou bien plus, même on prend 4096 ou des choses comme ça, même encore pour plus de sécurité. Voilà, donc en voyant comme ça 10 puissance 309, peut-être vous allez dire que ce n'est pas un très gros chiffre, mais croyez-moi, c'est un très grand nombre. Mettez juste en tête que 10 puissance 80, c'est le nombre d'atomes dans l'univers. Ce n'est pas le nombre de galaxies, ce n'est pas le nombre d'étoiles, ce n'est pas le nombre de planètes, c'est le nombre d'atomes dans l'univers. Pas dans notre système solaire, dans tout l'univers visible. C'est le nombre d'atomes. 10 puissance 80. Donc, un nombre avec 80 chiffres, ou 81 chiffres, c'est le nombre d'atomes dans l'univers. Imaginez un nombre avec 309 chiffres ou 618 chiffres. Donc, c'est vraiment un très grand nombre. Alors, déjà, pour avoir une idée, quelles sont les clés qu'on utilise pour vraiment crypter dans le monde réel, pour transmettre les données financières, etc. Maintenant, on va donner un exemple d'abord comment créer les clés. Avant de coder, de décoder, on va voir comment créer les clés. On a dit, premier choix, on choisit deux nombres premiers. Bon, ça c'est à titre pédagogique, mais on a dit n. N c'est le produit PQ, n'est-ce pas? N c'est PQ. Si je veux avoir n qui est de l'ordre 10 puissance 309, P et Q doivent être peut-être 10 puissance 150 ou des choses comme ça. Donc, P et Q sont aussi de très gros nombres, ok? Mais pour un but pédagogique, on veut comprendre comment fonctionne la méthode. On va choisir P c'est 71, Q c'est 67. Bien sûr, P et Q, ce sont des nombres premiers. Hein. Vous pouvez utiliser par exemple Maple pour voir ce qu'ils sont premiers. Juste utiliser la commande isPrime. isPrime. Et là, c'est 71, je crois, c'est ça. Vous voyez, true. Et l'autre, c'est 67. Et là, on va aller voir aussi que c'est un nombre premier, 67. isPrime. Vous voyez que ce sont des nombres premiers. Donc, on n'a pas de problème sur ça. Ensuite, on a dit on crée n, c'est le produit PQ, et m, c'est P-1, Q-1. Donc, n, 71 fois 67. 71 fois 67. Vous voyez, c'est 4757. 4757. M, c'est 70 fois 66. C'est P-1, Q-1, ça donne ça. Donc, N, il fait partie de la clé publique. OK. Maintenant, il reste à choisir un entier E. Il va être premier avec M. Il va être premier avec M. Le diviseur commun, plus grand diviseur commun entre E et M, c'est 1. Donc ici, on a pris E, 13. E, 13 déjà lui-même, il est premier. Okay? Mais on voudrait qu'il soit premier avec M également. On va voir, il y a un algorithme d'Euclide, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a vu chapitre 4. Juste on divise, puisque je cherche plus grand commun diviseur entre 13 et 4620, qui est M. Je divise 4620 sur 13. Le reste de cette division, c'est 5. Ensuite, je divise 13 sur 5. Le reste de la division, c'est 3. Je divise 5 sur 3. Le reste de la division, c'est 2. Je divise 3 sur 2. Le reste de la division, c'est 1. Etc. Et bien sûr, le dernier reste non nul. Ici, le reste, il est 0. Le dernier reste non nul, c'est le plus grand commun diviseur. Et donc, le plus grand commun diviseur, c'est 1. Ça veut dire qu'ils sont premiers entre eux. 13 et 4620 sont premiers entre eux. Sur Maple, le plus grand commun diviseur, c'est GCD. C'est en anglais. Okay. On peut le voir ici. 13 et 4620. 13 GCD 13 et 4620, vous voyez bien que c'est 1. Plus grand commun diviseur, c'est 1. Donc, ils sont premiers entre eux.
Voilà. Donc, on avance. On a créé N, M, on a trouvé E. On a trouvé E. Maintenant, il reste D. Donc, ça fait la suite de la réponse de tout à l'heure pour D. On a dit, une fois on a trouvé E, D, c'est la solution de cette équation. ED égale 1 modulo M. Donc, c'est une équation modulaire. On a vu comment on les résout. Si vous avez oublié, ce n'est pas grave. On peut utiliser MSolve de Maple. On peut utiliser MSolve pour résoudre ce type d'équation. Donc, l'équation, on a dit, je crée une équation ED. C'est une équation, on reçoit quoi? L'équation, c'est ED égale 1. Ici, je n'écris pas le modulo M, je l'écris dans MSolve. ED égale 1. E, il est connu, c'est 13. Voilà. Et puis, je fais MSolve, modulo solve en quelque sorte. Modulo solve, MSolve. Je lui donne l'équation, je lui donne M, le nombre M. M, c'est 4620. Voilà. Et je résous. On obtient la solution D, c'est 1777. OK? Donc, ça, c'est la clé privée. Maintenant, c'est 1777 que vous voyez là. On peut le faire donc avec Maple, mais bien sûr, vous pouvez, si vous vous rappelez de l'algorithme de clé de Si, on peut bien trouver la solution de cette équation avec l'algorithme d'Euclide. Ça, c'est pour la clé privée. Est-ce que j'étais? Oui. Ça, c'est pour la clé privée. Donc maintenant, la clé publique, elle est connue. On a dit c'est le couple N. La clé publique, elle est connue. C'est ce couple. La clé publique, c'est le couple E et N. OK. N, on a dit, on l'a vu plus loin, M, c'est ça. Et E, et c'est nous qui l'avons choisi comme étant 13. Est-ce qu'il est E? E, c'est 13. Il fallait juste qu'il soit premier avec M, c'est tout. Maintenant, la clé privée, c'est D, c'est 1777. Et pour décrypter, on a besoin aussi de N, OK? On a besoin de la clé publique. Voilà pour la création, un exemple de création de clés publiques et privées en démarrant de deux nombres premiers que vous devez choisir. Voilà. Plus de sécurité vous voulez, il faut choisir P et Q très grand. Une fois que vous avez choisi P et Q, comme j'ai dit, N et M se calculent de cette façon. Ensuite, E, il est choisi pour qu'il soit, il faut qu'il soit juste premier avec M. Une fois on a trouvé E, D est la solution de l'équation D égale 1 modulo M. Donc il suffit juste de résoudre cette équation pour trouver D. On peut le faire avec MSolve de Maple. Ça va nous donner la clé publique, la clé privée D. Voilà l'exemple de création de clés publiques et privées. Donc parlons maintenant de l'encodage. De l'encodage avec RSA. Premièrement, il faut, vous avez vu, c'est des modulos, c'est des chiffres, c'est des puissants. Il faut convertir les lettres en chiffres. Okay? Il faut utiliser une table de conversion. Ça, c'est la première étape. Admettons 10. De 0 à 9, on n'attribue pas. On veut que chaque lettre, par exemple, a deux chiffres et codée avec deux chiffres, hein, par exemple. Donc, on décide que l'espace, c'est 10. Et puis, on commence 11, etc. jusqu'à Z. Jusqu'à Z, c'est 36. Et puis, 37, c'est un point. 38, c'est virgule. 39, c'est point d'exclamation. Voilà. On n'a pas besoin de se compliquer l'existence ici. On veut juste une table de correspondance parce qu'on va travailler avec des nombres. On va utiliser l'algorithme de RSA, modulo, etc. On va travailler avec des nombres. Donc, votre message, finalement, c'est un nombre. Le message M que vous devez coder, c'est un nombre, finalement. Chaque lettre, c'est un nombre. Admettons, M, c'est 29. M, c'est 29. C'est la lettre S. Pardon. Comment je vais coder la lettre 29? Le code, c'est pour dire coder, message codé. C'est le message que je veux coder, qui est un nombre. E modulo n. C'est aussi simple que ça. C'est le reste de la division sur n.
de quoi? De m puissance e. Si vous vous rappelez bien, E et N, ce sont les clés publiques. Ce sont les clés publiques. Et on va voir juste plus bas, après cette section, que le message M pour le décoder, c'est-à-dire pour retrouver M c'est le message original. Ça, c'est le message codé. Pour trouver M, théorème de Fermat, on a un théorème mathématique qui nous donne M. C'est juste, j'ai le message codé. Je dois avoir la clé privée de décodage. Mode N. Ça a l'air pas mal simple, en tous les cas. L'essence principale, c'est celle-là. Puis là, on va manipuler un petit peu pour insérer quelques autres idées. Mais l'idée principale, c'est ça. Vous avez votre message qui est un nombre. Le message codé, ça va être un nombre aussi. Hein. Le message codé, c'est M puissance E modulo N. Et pour décoder, M, c'est C puissance D modulo N. Et comme j'ai dit, D, c'est la clé privée. En, c'est la clé publique. N, ici, on a besoin toujours de N. Mais l'idée principale, c'est celle-là. Est-ce que déjà l'idée principale, il vous parle un petit peu? Voilà, donc on va avancer. Donc, comme je l'ai expliqué ici, j'ai pris le message M comme étant juste un seul nombre de deux chiffres, c'est-à-dire une seule lettre finalement, parce que chaque lettre deux chiffres. Mais on va voir que ça dépend de votre clé N, la taille de la clé N. Mais on peut prendre des blocs de 2 lettres, par exemple, des blocs de 2 lettres. C'est-à-dire des blocs de 4 chiffres, par exemple. Par exemple, la syllabe si, hein, si, ça correspond au nombre 29. 29, il est où le I? 19. Je peux considérer, c'est ça mon message. M, c'est 29, 19. Okay? M, c'est 29, 19. C'est si, hein, ça correspond à si. Alors, je trouve le code, le message codé, c'est 29, 19 puissance E modulo N. Avec E, on a dit, c'est tracé, on considère l'exemple plus haut. E, c'est 13 et N, c'est 4557, quelque chose comme ça. Voilà. En gros, je peux prendre des syllabes, au lieu de prendre juste des lettres une à une, ou bien des nombres de 2 chiffres, on peut prendre des nombres de 4 chiffres, par exemple, ou un autre nombre. Il faut juste s'arranger pour que ça reste cohérent. Et bien sûr, il faut que la taille de son nombre ne doit pas dépasser n, ok? Son nombre doit être plus petit que n quand même. Il y a une condition, c'est que le message lui-même doit être de taille plus petite que n. N, la clé privée, la clé publique de codage. Ok? Voilà, il y a une condition. Ici, on a des MI. Ici, on a utilisé la notation CI, MI, puisqu'on a beaucoup de messages. Ici, j'ai juste le message M2919. Mais on peut dire le message M1, le message M2, M3. Donc, voilà, dans un texte quelconque que vous voulez coder, il faut le découper en plusieurs morceaux. Et ça, le M1 sera codé C1, M2 c'est C2, M3 c'est C3. Et chaque CI, c'est MI puissance E modulo M. Voilà. Voilà en gros comment on procède pour coder avec RSA. Et on va voir un exemple tout de suite. On va garder cette table de correspondance, on considère que c'est celle-là qu'on va utiliser. Voilà, faisons un exemple. Admettons qu'on a le message secret, Spock est un Vulcain. Okay. On a ce message, voilà, ne dites pas pourquoi c'est ça, c'est juste un message. Premièrement, on va utiliser la table de correspondance. Comme vous voyez, par exemple, SP, S c'est 29, regardez. S, on a dit c'est 29. P, ça correspond à quoi? P, c'est 26. Donc, SP, c'est 29, 26, etc. Okay. Donc là, je vais ajouter les autres. Est un Vulcain. Je découpe le message en quelque sorte. Je vais le transformer en nombre. Je vais le transformer en nombre. Maintenant, vu ma clé, elle est de
il est égal à 4757, c'est une clé à 4 nombres. Je pourrais prendre 4 chiffres. Hein. Je vais prendre des blocs de 4 chiffres comme étant mes messages à crypter. Des blocs de 4 chiffres comme messages à crypter. Mais il faudrait que je m'assure que ces messages, que le message ne dépasse pas ma clé de cryptage. Hein, parce que je fais une division modulo n, il ne faut pas que le message à crypter dépasse n. Ici, dans notre cas, ça ne peut pas dépasser n, puisque l'attribution maximale, c'est 39. Donc, le plus grand chiffre, le plus grand nombre qu'on peut construire, ce serait 39, 39, qui correspond à 2 points d'interrogation. Ce nombre reste plus petit que n. Reste plus petit que n ici, qui est égal à 4757. Okay? Donc, il n'y a aucun problème. On peut prendre 4 chiffres à la fois, il n'y a aucun souci. Sinon, on peut prendre 2 chiffres, par exemple, des choses comme ça. Et il faudrait s'arranger quand même. Donc ici, on s'est arrangé à prendre 4 chiffres comme un message. Par exemple, on divise la chaîne donc, par 4. Vous voyez ici 4, 4, 4, 4, etc. On s'est assuré que la taille ne dépasse pas notre n. Donc ça va. Maintenant, regardons m. Le premier message, c'est 29, 26. C'est 29, 26 qui correspond à SP, à vrai dire, qui correspond à 2 lettres SP. C'est le premier message qu'on va coder en quelque sorte. C'est le premier message qu'on va coder, c'est SP. C'est SP qui est égal à 29, 26. Comment le coder? On a dit 29, 26, le message puissance E modulo N. Donc 29, 26. Je peux faire ici. Le message M1, c'est 29, 26 sur ma pole. Donc C1, c'est M1 puissance 13 modulo N. N, il est déjà défini plus haut. Hein. N, il est là. N, il est là. Et si j'ai mis modulo 13, j'aurais pu écrire modulo E. Puissance E, pardon. Modulo E. On va voir la valeur de C1. Vous voyez, C1, le message crypté, c'est 3670. On le voit ici. On voit ici 3670, le message crypté. Donc, le message original, c'est 2926. Le message crypté, c'est 3670. On peut essayer avec 2513. Deuxième message, 2513. Voilà, on va voir le cryptage de ce message, qu'est-ce que ça va donner. 2520 comme message crypté, et vous voyez ici 2520 comme message crypté, etc. Donc, on peut continuer avec tous les messages, ou bien toutes les parties du message, si vous voulez, et ça nous donne, le message crypté, et le message total crypté, bien sûr, il suffit de les coller. 3670, il est là, ensuite 2520, il est là, et etc. Après 2520, il y a 3376. 3376, etc., etc., etc. On le colle, on obtient le message total crypté avec RSA. Ça, c'est le message original crypté. Le message, c'est Spock est un Vulcain. Et en RSA, ça donne ça. Ça donne ça. Voilà comment on crypte avec RSA en utilisant les clés publiques E et N. Voilà. Il est important que vous compreniez ça avant d'aller plus loin, avant d'aller voir comment on va décoder les messages écrits en RSA. Alors, est-ce que vous avez des questions? Des questions? Oui, on se débarrasse de M, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin. Okay. On a juste besoin de la clé publique E et M, de la clé privée D. Et pour décoder, on a besoin de clé privée D et aussi de N. Mais c'est tout. M, P et Q, il faut s'en débarrasser.